Comment acquérir, comment restaurer, comment financer un château? On parle souvent de travaux, mais on va aussi rêver dans cette émission. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler château, acquérir un château, restaurer, financer, mais aussi faire rêver. Olivier Brunet, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Olivier Brunet, de Barnes, directeur de Barnes Propriété et Château. Jean de Lamberty, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Jean, vice-président de la Fondation Mérimée, président d'honneur de la demeure historique et propriétaire du château de Cons-la-Grandville en Lorraine. Alors avant de rentrer dans le détail avec vous, comme expert sur les châteaux, j'ai envie de vous demander en introduction, bien, d'où vient votre amour des châteaux? Olivier. Par l'immobilier, c'est pour moi l'expression la plus aboutie de l'art de vivre à la française, dans l'architecture, dans l'histoire, dans son patrimoine. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et dans lequel je me suis découvert à travers Propriété et Château. Très bien. Jean, l'amour du château. Mon histoire est différente, évidemment. Je suis issu d'une famille provinciale et qui a un château presque millénaire aux confins de la Belgique et du Luxembourg, donc au nord de la Lorraine. Et quand j'avais 21 ans, j'étais encore étudiant, mon père a eu un AVC sévère et je me suis retrouvé mécaniquement, on va dire, à la tête d'un hectare de toiture en assez mauvais état. Voilà, c'est un point de départ difficile en amour, mais en tout cas, ça s'est transformé en histoire d'amour avec les hauts et les bas de ce genre d'histoire. Très bien, alors c'est ce qu'on va évoquer justement, cette passion, le patrimoine et ces histoires d'amour. Olivier, pour démarrer, d'abord l'organisation de Barnes Château et Propriété. Barnes Propriété Château, environ 80 collaborateurs répartis un petit peu partout sur le territoire français, essentiellement dans un environnement rural, voire périurbain, orienté château, manoir, mais aussi tout ce qui est chasse, forêt, l'agricole de manière un petit peu plus large, les propriétés équestres et de manière plus générale autour des grandes villes, les résidences secondaires pour les urbains. D'accord. Combien de châteaux, donc, typiquement? Combien de châteaux? On en a vendu environ 50 sur les 250 sur les 5 dernières années, répartis partout en France, du Languedoc aux Hauts-de-France. Avec une prédisposition pour les châteaux qui sont non classés, puisqu'on attire cette clientèle de propriétaires de châteaux non classés. Alors juste peut-être une définition pour vous des châteaux. Alors le château. Le château, c'est son histoire. C'est l'histoire du château doit remonter avant globalement la guerre de 100 ans, avant la Renaissance, donc des origines qui sont défensives. Un château est structuré pour défendre, pour abriter le seigneur, l'ensemble des serfs qui étaient autour et qui s'occupaient des terres. À partir de la Renaissance, on a commencé à avoir des châteaux d'agrément beaucoup plus ouverts et ça a, on va dire, explosé au XVIIIe siècle, essentiellement au nord de la Loire. Alors, la demande pour les châteaux, qui souhaite acquérir un château? Beaucoup de monde. On va faire une distinction entre les acheteurs français et les acheteurs étrangers. Les acheteurs français, des passionnés avant tout. Il y a un véritable sujet de passion, de reconquête du patrimoine, d'écrire d'une certaine manière une histoire, un chapitre de l'histoire du château en étant propriétaire et d'en faire un lieu de vie. Les Français, essentiellement dans un environnement qui est soit le bastion historique de la famille, soit une proximité de leur lieu d'habitation pour pouvoir en profiter et en jouir pendant les week-ends et les vacances. Les acheteurs étrangers, c'est différent. Le château revêt quelque chose d'un petit peu spécial, d'un petit peu magique. Et en achetant un château, c'est exactement ça, Olivier. On achète un petit bout de l'histoire de France. À chaque château est attaché une histoire qui, en général, est assez génial, que les propriétaires sont tellement heureux de partager et qui sont le point de départ des discussions avec nos acheteurs étrangers. Les étrangers sont d'accord pour aller un petit peu plus loin et ont des standards qui sont un petit peu différents des standards classiques d'un Français qui cherche en général un château à taille humaine.
Alors, faites-nous rêver, quels sont les châteaux que Barnes a vendus récemment ou ces derniers mois, et puis ceux que vous proposez actuellement. Alors ceux vendus, notamment. Les vendus, châteaux dans le sud de la France, dans la région de Montpellier, des châteaux de plus de 2000 m², hors commun, hors dépendance. Des châteaux pratiquement hors normes pour un mode de vie résidentiel qui vont être convertis en usage professionnel. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est que depuis 3-4 ans, on voit poindre une demande qui est tout à fait orientée sur le côté conversion professionnelle des châteaux. Ce qui donne un nouveau souffle, finalement, à ces bâtiments qui étaient compliqués à entretenir face au coût élevé des travaux, des charges de l'entretien. Évidemment. Avec les châteaux, alors. Et donc ces acheteurs professionnels, ces conversions professionnelles pour faire de l'hôtellerie, pour faire du loisir, sur des châteaux dont les superficies sont généralement supérieures à 1500-2000 m². Région sud de la France, proximité de Paris. Le week-end, pour les urbains, disons, stressés, qui vont aller se ressourcer au vert, et en semaine, essentiellement des séminaires. De manière ensuite plus globale, nous avons vendu récemment beaucoup de châteaux à des particuliers. Alors là, on parle de châteaux plus à taille humaine, à échelle humaine. Les territoires, les parcs, les domaines sont plus restreints, plus simples à entretenir. Ce qu'on sent, c'est une véritable demande sur des biens qui sont déjà rénovés ou en tout cas pas en trop mauvais état. On sent une forme d'aversion des clients particuliers aujourd'hui à se lancer dans une campagne de travaux. La résidence secondaire a ce petit truc particulier qu'on a envie d'en profiter tout de suite. Si l'horizon est à 2 ans, 3 ans, assez incertain en termes de budget, en termes de délai parfois, ça met une barrière au rêve et il ne passe pas forcément le cap. Donc, bon état et un enjeu aujourd'hui sur cette proximité et cette capacité d'aller profiter de sa résidence secondaire le plus possible. Des exemples alors de biens, de châteaux à la vente actuellement, proposés par Barnes, quels sont-ils ? Alors, beaucoup de châteaux. Alors, malheureusement, en ce moment, on a une grosse notion de biens confidentiels, de biens vendus On va dire un petit peu quand même. Alors, bon. On va en parler un petit peu. Beaucoup de châteaux autour de Paris, dans une gamme de prix comprise entre 7 et 15 millions d'euros. 7 et 15 millions d'euros, d'accord. On est entre 35 minutes et 1 heure de Paris. Quand on passe ce premier cercle, les prix baissent mécaniquement, on change de département, on change d'environnement. Les prix sont un petit peu plus tenus, on passe dans une gamme de prix un petit peu plus basse. Là, ce sont des châteaux qui sont essentiellement en Normandie, j'ai vu. Celui-ci était en Mayenne, un château dans les... Châtelain pour le prix d'un appartement parisien, quasiment. Alors, pour le prix d'un appartement parisien, ça dépend de l'appartement parisien. Bon. On commence à 350 400 000 euros. Alors à ce prix-là, il faut s'attendre à être loin, dans une région relativement reculée et avoir beaucoup de travaux. Un territoire modeste et un bâti de petite taille, sans forcément de commun. Mais ça reste un château. Bon, très bien. Jean de Lamberty. On va continuer sur l'aspect château, bien sûr, et surtout monument historique. La Fondation Mérimée, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la Fondation Alors, Mérimée ? La Fondation Mérimée a été créée en 2008, sous mon impulsion, puisqu'à l'époque, j'étais président de la demeure historique, qui fête cette année son 100e anniversaire et qui réunit un peu moins de 3000 monuments historiques. Pas forcément tous des châteaux, mais des monuments historiques. Pas forcément non plus protégés, mais donc c'est une notion qui diffère un tout petit peu de la notion de château, parce qu'il peut y avoir des prieurés, des abbayes, des maisons fortes et autres bâtiments parfois industriels un peu atypiques. Et donc la Fondation Mérimée a été créée pour apporter une brique de financement à différents sujets, des financements sous forme d'aide à projet pour accompagner des nouveaux acquéreurs qu'on vient d'évoquer, qui se lancent dans une campagne de travaux et qui peuvent avoir besoin sur tel ou tel thème, avec l'aide de mécènes que nous fédérons au travers de la Fondation Mérimée, de financements complémentaires à côté de leurs propres fonds propres, emprunts, ressources d'activité
professionnelle qu'on vient d'évoquer, d'activité périphérique. Premier axe, donc, une petite brique de financement minuscule par rapport aux besoins. Quels sont dans le domaine les besoins les plus fréquents, vous, avec votre expérience, Jean? Qu'est-ce que vous voyez revenir ou régulièrement ou des nouvelles tendances? Alors, en termes de financement de besoins sur un monument historique on vient d'acquérir, par exemple, ou dont on vient d'hériter, effectivement, on va commencer par faire un diagnostic sanitaire en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour que le clos et le couvert soient en bon état, avant même de parler d'activité, de résidence secondaire principale ou d'activité professionnelle, d'activité annexe. Donc, première étape, c'est qu'est-ce qu'il faut faire comme travaux pour sauver le clos et le couvert. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le confort moderne, parce qu'il y a toute cette distorsion entre les attentes du monde d'aujourd'hui, sans aller jusqu'à la domotique, mais on a des attentes nouvelles qui n'existaient évidemment pas dans les châteaux qu'on récupère par héritage, par transmission familiale ou par acquisition. La notion de sanitaire, de salle de bain, aujourd'hui on exige d'avoir une salle de bain par chambre, alors que souvent les châteaux avaient une salle de bain par étage, ou presque, des choses comme ça. Donc ça c'est la partie travaux stricto sensu, et puis se greffe un certain nombre de charges périphériques, la notion d'assurance. Aujourd'hui, trouver un assureur sur un monument historique, c'est parfois compliqué, la notion de surveillance, de gardiennage, tous ces frais qui vont venir s'empiler, et puis un morceau qu'on ne peut pas éluder, qui est la fiscalité notamment locale, qui est un peu un poison, qui est une bombe à retardement du moment, puisque à force d'avoir dit il n'y a plus de taxes d'habitation, il va bien falloir rééquilibrer les finances des communes ou des communautés de communes, et donc forcément ça passera par la fiscalité locale et un durcissement de la fiscalité locale, processus qui est en cours et qui pose effectivement un certain nombre de questions sur le traitement des monuments historiques. Des chantiers également, des chantiers. Alors, la Fondation Mérimée. Nous aidons au travers de la Fondation Mérimée des chantiers, mais aussi nous accompagnons la formation des jeunes savoir-faire au travers de bourses. Et puis un sujet qui est important dans un monde qui requiert de plus en plus, à juste titre, la générosité et l'inclusion. Une des grandes difficultés pour celles et ceux qui ont une activité ou pas dans un monument historique, c'est l'accessibilité ou l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un de nos axes. Malheureusement, nous manquons cruellement de financeurs de ce dispositif. Et donc, nous cherchons à attirer les mécènes en leur disant, finalement, aider ceux qui se donnent du mal à restaurer en pensant par un chapitre d'inclusion à ceux qui ont des difficultés de déplacement, de vision, d'audition, etc. Et donc ça, c'est un des grands enjeux du moment. Ça, c'est quelque chose que vous développez de plus en plus. Alors. Absolument, oui. Et nous sommes, si on a le droit de lancer un appel, à l'affût de bonnes idées, en disant, un peu dans le mode du matching, en disant, si un mécène dit, si un tel qui a acquis cette maison met 1 euro pour faciliter une forme d'accessibilité, eh bien moi je mettrais 2 euros pour le chantier de restauration dans son ensemble. Et je crois que comme ça, au lieu de dire on fait d'un côté une chose et de l'autre on restaure, on fait les deux ensemble, et c'est ça que nous cherchons à faire. Et puis la Fondation Mérimée, ce sont aussi des prix, des trophées, il y a beaucoup de prix, beaucoup de récompenses aussi, tout au long de l'année. Alors tout au long de l'année, il y a des appels, alors il y a l'aspect appel à projet, c'est-à-dire qu'on va solliciter des porteurs de projets, des propriétaires de monuments historiques, soit acquis récemment, soit détenus depuis un certain temps, mais qui ont un projet de restauration sur une thématique particulière. Certains mécènes vont cibler telle fondation, va accompagner au travers de notre Fondation Mérimée les décors intérieurs, les éléments, les annexes autour les communs autour des écuries, de pigeonniers et autres. Donc il y a des thématiques, des mécènes qui ont des thématiques propres. Et puis il y a des appels à projets, mais aussi des prix, des récompenses, en disant voilà, vous avez bien travaillé pendant 10 ans et vous avez le droit à une récompense. Et évidemment, la récompense suprême, si l'on peut dire, dans le monde au travers de la Fondation Mérimée, c'est le grand trophée d'Assaut Histoire et Patrimoine que nous avons ensemble, Fondation Mérimée, le groupe Figaro et
relayé il y a 3 ans par le fonds, de façon, enfin relayé plus que relayé. On a le fonds apporté une impulsion nouvelle et majeure. Oui, parce qu'il faut, Jean, rappeler quand même que ce grand trophée des monuments, c'est 100 000 € de dotation de gains, et le grand trophée jardin, 60 000 €. Le coup de cœur du jury, 40 000 €. Voilà, c'est assez important. Il y en a d'autres aussi où la Fondation Mérimée est associée, mais celui-ci est important. Voilà, celui-ci est important puisque en global, il fait 200 000 €. Il y a d'autres mécènes qui apportent, par exemple, 100 000 € pour l'accompagnement d'un projet sur un territoire, pour marquer le coup, pour dire voilà ce monument. Je pense au fond au projet, à l'aide à projet Artemis Domaine, et donc qui permet d'avoir 100 000 € pour un beau projet sur un territoire plutôt rural. Je crois que, comme Olivier, nous travaillons principalement évidemment en milieu rural. Pourquoi ? Parce que la plupart des besoins d'accompagnement sur les monuments historiques d'une certaine ampleur se trouvent en milieu rural, évidemment. Olivier, alors, justement, on parle de monuments historiques, et vous, non, ce n'est pas du tout dans cet axe-là. Moi, je rappelais à Jean un petit peu plus tôt, le portefeuille de Barnes Propriété Château est composé d'un grand maximum 20% de biens inscrits ou classés au titre des monuments historiques. C'est très peu. On estime, on pense que c'est une manière de pouvoir faire perdurer le bien dans la famille, de pouvoir le transmettre d'une certaine manière en ayant cette forme d'accompagnement. Quand nous intervenons, la décision est prise de vente, classée, non classée, ça n'importe finalement peu, mais ça oriente en tout cas sur le choix des acquéreurs, parce que c'est pas une simple transaction. Ça revêt une forme de transmission où on fait passer presque un casting à des acquéreurs qui vont reprendre le flambeau et, sans partir d'une page blanche, continuer l'histoire, continuer les projets, continuer les étapes de reconquête de ce patrimoine qui parfois part dans des états qui sont tristes à voir. Et heureusement que des fondations telles que celle de Jean intervient sur ce patrimoine et aide et accompagne. Ça nous permet d'avoir une reconquête de notre beau patrimoine. Avec de magnifiques aventures humaines, Jean, que vous voyez au fil des ans aussi. Vous pouvez en raconter certaines, peut-être ? Écoutez, il m'en vient 2 à l'esprit, parce qu'on est toujours peut-être plus touché par les aventures humaines des plus jeunes. Oui. Et donc je vais penser à Guillaume Garbe, château de Carneville dans la Manche, dont avec ses parents acquiert un monument, et quelques mois après, son père décède, et donc il décide très jeune, à un peu plus de 20 ans, de continuer l'aventure. Et je disais que les histoires d'amour ont des hauts et des bas, et quelques mois après, il découvre que le monument est atteint par la mérule. Donc tentation de baisser les bras, eh bien non. Et je crois que l'aventure de Guillaume Garbe à Carneville dans la Manche est tout à fait l'illustration de cette espèce d'envie. C'est-à-dire que moi, parfois quand on me demande, parce que maintenant je n'ai plus 20 ans, on va dire, donc j'ai un peu d'expérience, et quand des plus jeunes me disent qu'est-ce que je fais, voilà, il y a un château dont qu'on me propose de reprendre, ou au contraire j'ai envie d'acheter un château, la première question que je pose, c'est de dire est-ce que vous en avez envie ? L'envie, mais au fond du cœur, hein, parce qu'il y a des moments où on serre les dents, il y a des moments de grande joie, parce que ces lieux sont clairement des lieux de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a la rencontre éventuellement en général familiale, mais il y a aussi, je suis convaincu que ces maisons sont marquées par ce qu'on appelle parfois l'esprit des lieux. C'est-à-dire que ces maisons qui ont une histoire souvent positive, très dense, attire d'autres personnes. Et donc c'est un lieu de convergence, de culture, de rencontres partagées au cœur de territoires principalement ruraux, comme je disais, pour ce qui nous concerne. Et la deuxième histoire, Jean, alors vous disiez j'en ai 2. Donc alors la deuxième, la deuxième, c'est une autre histoire, c'est Louis de Sabran-Portevès au château de Cazeneuve en Gironde. Lui, même histoire. Alors cette fois, c'est un héritage familial d'un très beau château de Gironde, et il a une vingtaine d'années également lorsque son père décède. Et donc il prend le relais
très jeune, en quittant son métier, lui, pour le coup. Enfin, et donc, son père avait dit il faudrait que l'étage soit accessible aux personnes en situation de handicap. Et là, il vient de terminer, il y a un an, une magnifique, on ne peut pas dire restitution, création d'une tour qui manquait en architecture contemporaine. Il a réussi à convaincre les services de la DRAC, ce qui n'est pas une mince affaire, pour recréer une tour manquante, mais en architecture contemporaine. Et cette architecture contemporaine permet d'intégrer l'élévateur ou l'ascenseur, en plus d'autres commodités, qui permet à toutes les personnes en situation de handicap de visiter. Et je trouve que c'est deux cas très différents. Un acquéreur qui prend le relais d'une acquisition brutalement stoppée en apparence et qui affronte les difficultés, et un deuxième, un continuateur familial, si l'on peut dire, qui dit « je vais poursuivre ce que mon père avait souhaité faire ». Et bien, je trouve que ça, c'est pour moi l'illustration absolument parfaite de cette diversité des histoires. Très bien. Des histoires, des aventures humaines, Olivier, de votre côté. On voit. Alors, on vit actuellement une période étonnante. Beaucoup de clients se posent la question autour des enjeux énergétiques. Oui. On parle beaucoup de ces histoires de diagnostic, de DPE. Tout ce qui est classé, inscrit, est affranchi des DPE. C'est une bonne chose. Reste quand même une bonne partie du patrimoine qui est soumis. Des maisons qui ont parfois 400, 500 ans, qui tiennent debout depuis toujours, avec des murs de 70 à 1 mètre d'épaisseur. Et comment est-ce qu'on fait pour isoler ces maisons ? Or, nos clients se posent la question aujourd'hui, comment est-ce que je vais pouvoir profiter de mon château en le chauffant avec quelque chose de vertueux ? Beaucoup de solutions existent, mais c'est quelque chose qui a commencé à apparaître. Il y a conscience environnementale, en tout cas. Ça fait 2-3 ans, Olivier. On n'en a jamais entendu parler avant. Avant, il y avait une bonne vieille chaudière au fioul, ça fonctionnait très bien. Alors aujourd'hui, ça devient les premières questions, elles sont là, en tout cas. Je vais vous dire, des solutions commencent à apparaître à des coûts qui sont certes importants, mais l'idée vertueuse, c'est des chaudières à bois où finalement le résultat de la gestion correcte de sa forêt, de son domaine, permet d'alimenter sa chaudière et d'être autonome finalement en énergie pour l'intégralité du château. Très bien. Jean, quelles évolutions législatives ou fiscales faudrait-il selon vous ? Je vais faire une digression pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, parce que ça me paraît important. Effectivement, l'enjeu énergétique est considérable pour les monuments historiques classés ou inscrits, qui sont ceux que je connais le mieux, mais aussi pour ceux qui sont susceptibles de l'être, qui sont ces grandes maisons. Et un conseil que je donnerais, c'est de regarder ce que proposent les régions. Pourquoi ? Parce que les régions ont beaucoup d'argent parmi les collectivités. Ce sont probablement les moins abîmés sur le plan budgétaire par rapport à l'État ou par rapport au département ou même d'autres collectivités. Et parce qu'également, les régions sont ce qu'on appelle les autorités de gestion des fonds européens. Et donc, l'addition des deux lignes de financement fait qu'il y a énormément d'appels à projets qu'on sous-estime beaucoup et qui peuvent concerner ces monuments historiques, ces châteaux, ces demeures, en milieu rural ou pas. Et donc, le conseil que je donnerais, je vais répondre à votre question, Olivier. Très important, mais ce il conseil. paraît très bien important sûr, et sûr. je pense qu'on le sous-estime. Et donc, commençons que nos auditeurs, enfin nos téléspectateurs qui s'engagent dans cette aventure aient vraiment ce réflexe de regarder régulièrement sur la plateforme de leur région les appels à projets qui vont concerner beaucoup de nos sujets, beaucoup de nos enjeux énergétiques ou de la modernité ou des grands jeux modernes. Ça, c'était un peu une petite parenthèse. Très bien mais de l'avoir dit. Voilà. Sur la fiscalité. Alors, la fiscalité est assez complexe je vais parler des monuments historiques classés ou inscrits un instant, sachant qu'il y a un autre volet fiscal qui est important sur les monuments non protégés qui sont liés au label de la Fondation du patrimoine, qui donne sur une période de 5 ans des droits qui sont voisins, des contreparties plutôt, des contreparties fiscales qui sont voisines de celles d'un monument historique classé ou inscrit. Pourquoi est-ce qu'il y a ce régime fiscal qui est un peu mythique, que parfois on appelle indûment niche ou avantages fiscaux sur un monument classé ou inscrit ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'un arrêté de protection, classement pris par un arrêté ministériel, inscription par un arrêté préfectoral, crée des servitudes qui sont perpétuelles, qui sont indépendantes du propriétaire du moment. Et la contrepartie de la collectivité, de l'État, puisque ce sont des
dispositifs qui relèvent de l'État national, ministre ou déconcentré préfet, eh bien, c'est le régime fiscal des monuments historiques qui va être cette contrepartie, c'est-à-dire qui va permettre de déduire un certain nombre de travaux, de frais, de charges diverses, sous un contrôle a posteriori, mais il faut bien rappeler que c'est vraiment une notion de contrepartie à la collectivité qui impose ces servitudes. Je crois que c'est important de comprendre cela, ça n'est pas un avantage, ça n'est pas, quelque chose qui est une sorte de sucrerie, c'est vraiment une sorte de responsabilité partagée. Et ça n'est pas parce que on prend en charge un monument par acquisition, par transmission, classé ou inscrit, ça n'est pas un épouvantail. C'est-à-dire que c'est compliqué, c'est un peu de travail, mais ce n'est pas plus contraignant peut-être que de gérer la transition énergétique sur une grosse maison en milieu rural. Il y a d'autres sujets. Absolument. Olivier, en conclusion, des derniers bons conseils pour ceux qui souhaitent acquérir un château. Être accompagné, prendre du temps, réfléchir et savoir qu'une acquisition de château, ce n'est pas une acquisition de biens immobiliers classiques. On se porte pendant une période, pendant un temps, propriétaire et surtout garant de la pérennité et de la qualité du bâtiment. Vouloir y laisser une trace est quelque chose de très important. Jean le disait, il y a beaucoup d'aides, beaucoup de choses qui gravitent autour de ces grosses maisons, de ces grosses demeures. Il faut être accompagné pour savoir à quelle porte frapper derrière. Très bien. Une toute petite conclusion, Jean. Alors, moi je dirais qu'il faut, je reviens à mon mot d'envie, c'est-à-dire que quand on a envie, on va fédérer autour de soi tous ces experts qu'évoquait à l'instant Olivier. Alors c'est des experts que l'on choisit, mais aussi parfois des personnes qui spontanément s'intéressent à l'aventure du monument, du château, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on va vers un monument historique, soit par transmission, soit par acquisition, il faut vraiment se dire qu'on est obligé de créer autour de soi un écosystème avec une dimension, qu'on le veuille ou non, d'intérêt général. C'est impossible d'aller convaincre, taper à la porte des collectivités si on n'a pas un peu en soi, au fond de soi, la notion d'intérêt général. Voilà, on ne peut pas être isolé dans son petit mirador, monument historique, château, et dire je ne m'occupe pas du monde qui est autour de moi. Et ce d'autant plus qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est précisément l'environnement en milieu rural de tous ces monuments historiques classés, inscrits ou pas du tout. C'est comment est-ce qu'on préserve non seulement la biodiversité, mais toute la beauté des paysages qui sont parfois singulièrement malmenés par des choses qui sont présentées comme modernes. Eh bien, en tout cas, vous nous avez donné envie, vous avez parlé à la fois des châteaux, des monuments historiques avec passion. Merci à tous les deux. Olivier Brunet de Barnes Châteaux et Propriétés, merci beaucoup. Merci Olivier. Jean de Lamberty de la Fondation Mérimée, merci infiniment. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.